aujourd'hui. Et la première présentation sera faite par M. Frédéric Hubert. M. Hubert est professeur en géoinformatique au département des sciences géomatiques, membre du Centre de recherche en géomatique de l'Université Laval, détenteur d'un doctorat en informatique. Ses intérêts se concentrent principalement sur l'aide à la spécification des besoins utilisateurs en géomatique, à l'utilisabilité des systèmes géospatiaux, aux interfaces multimodales géospatiales, à la communication homme-machine appliquée à la géomatique, au GeoBI, aux services web géospatiaux et à la publication et diffusion de données spatiales dans Internet. Enfin, M. Hubert, Dr. Hubert est membre régulier du réseau GeoID, où il est impliqué en tant que chercheur dans les projets GeoEduc 3D. M. Hubert. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ma présentation. Je vais vous présenter, on a une session réalité augmentée. C'est sûr que je vais présenter de la réalité augmentée, mais je ne suis pas spécialiste en réalité augmentée pure et dure, là. Les présentations qui vont suivre vont vous montrer des choses beaucoup plus intéressantes de ce point de vue-là, je vous dirais. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est les interactions avec des objets de réalité augmentée. Je vais d'abord vous présenter le contexte. Les travaux, en gros, s'inscrivent dans le projet GeoEduc 3D qui a été mentionné par Monsieur Benoît, pardon, qui est financé par le projet GeoID. Je vais présenter ensuite quelques informations rapides sur la réalité augmentée puis les systèmes de mobilité en réalité augmentée. Un prototype de jeu qui a été développé à l'Université Laval avec Energy Wars Mobile. Je vais présenter quelques limites relativement à ce jeu-là. Des objectifs, on va dire, qui ont été testés par la suite, toujours dans le même cadre du projet et notamment ce prototype. Je vais présenter rapidement ce que sont des interactions multimodales. Et enfin, je vais montrer quelques nouvelles interactions qui ont été développées relativement à Energy Wars Mobile, qui n'ont pas forcément été implantées dans le prototype de jeu, sauf une, donc, puisqu'il y a une certaine complexité relativement à ça. Donc tout d'abord le projet GeoEduc 3D, donc il a fait l'objet d'une présentation hier en fin de journée par Sylvie Daniel, ma collègue à l'Université Laval. Donc c'est un projet qui est financé par le réseau des centres d'excellence GeoID. L'objectif c'est de créer des jeux éducatifs pour les adolescents basés sur des technologies géospatiales et axés sur les questions environnementales. C'est exploiter la position du joueur et tout ce qui l'entoure. Et fournir un haut niveau d'immersion grâce à l'utilisation des techniques de réalité augmentée. Donc en gros, ce qui est en jeu dans le cadre de GeoEduc 3D, c'est la réalité augmentée, les jeux, l'éducation, la géomatique, tout ça pour fournir des jeux mobiles éducatifs situés dans des environnements réels. Réalité augmentée, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément... moi je travaille pas dans la réalité augmentée, à proprement parler, mais je vais essayer de présenter c'est quoi. Donc c'est la superposition d'objets graphiques 2D ou 3D dans le champ de vue d'un joueur afin idéalement qu'il ne puisse pas faire de la distinction entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. J'ai mis 3 exemples, ça peut être drôle. Un premier exemple avec à partir d'une carte, on a une fusée qui décolle. Bon. Là, à partir d'une main, un lapin, suivant l'orientation de la main, l'objet de réalité augmentée lapin bouge. Puis là, c'est encore plus drôle. Là, c'est pour tester des vêtements sur quelqu'un. Bon, c'est juste à titre illustratif. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de Mars? Donc Mars, c'est Mobile Augmented Reality System, donc des systèmes de réalité augmentée sur dispositifs mobiles. Ça vise à intégrer l'intégration, l'immersion en environnement réel avec des appareils mobiles. Donc on utilise les GPS, les compas, les gyroscopes, les accéléromètres. Donc là on a un exemple fourni, j'en ai plusieurs derrière. Donc il y a différentes techniques qui peuvent exister au niveau de la réalité augmentée, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Il y a ceux qui sont avec des marqueurs physiques. Donc là on a un exemple de marqueur, c'est un code en gros qui est utilisé. Puis à partir de ce code-là, on peut représenter, ici on a une tour Eiffel à partir du code qui est là, à partir de ce marqueur-là, puis là on a un tigre qui apparaît. Donc ça c'est un premier élément, une première technique. Une deuxième technique c'est sans marqueur, mais en utilisant les caractéristiques naturelles, marqueurs naturels. Donc ici on a un exemple avec, je me trompe de bouton, excusez-moi, une photo
qui représente une espèce de route là, puis une voiture qui a été superposée à la réalité, à cette réalité-là, ou ici dans une maison avec l'identification des angles d'un bâtiment. Enfin, un dernier qui est lié à le domaine géomatique, c'est la géolocalisation, donc des géotags, où là on va retrouver différentes solutions sur nos appareils mobiles notamment, avec Wikitude, Layar, Genao. Là on a un exemple du métro de Paris qui est proposé sur iPhone, où on peut voir un certain nombre d'indicateurs suivant où on se trouve pour nous guider vers, je ne sais pas ici, l'opéra, les stations de métro, mais également des informations plus contextuelles liées à McDonald's par exemple, ou trouver son McDonald's à Paris. Donc d'autres exemples, ici Genao, on a un autre exemple, on augmente la réalité. Ici on retrouve notamment les Beatles avec un passage à niveau, on a augmenté également la réalité de ce cas-là. Ici on retrouve un certain nombre de géotags, puisqu'on utilise le géoréférencement dans ce cas-là. Il y a une solution Qualcomm également qui existe, qui se base plus sur des marqueurs naturels ou des caractéristiques naturelles. Ça, c'est des exemples qui sont fournis sur leur site. Donc on retrouve une tasse par-dessus, je me trompe tout le temps de bouton, excusez-moi. Une tasse ici sur une photo, sur une image, puis là la voiture de tout à l'heure. Ok, donc au niveau de Géoduc 3D, donc on essaie d'exploiter en gros ces solutions de réalité augmentée. Il y a un premier prototype de jeu qui a été développé il y a maintenant 2 ans, qui a fait l'objet qui a été finaliste dans la conférence Serious Game Showcase and Challenge. Et c'était un jeu basé sur Warcraft, le jeu PC. Donc c'est une version PC et non une version mobile. Et l'aspect réalité augmentée n'était pas là, c'était l'aspect environnement virtuel qui avait été testé avec des bâtiments de l'université de Queens. Par la suite, au niveau de l'université Laval, on a développé un prototype de jeu, je m'excuse, parce qu'il faut mieux faire la distinction, à partir d'Energy Wars, qu'on a appelé Energy Wars Mobile. Donc là, ici, les caractéristiques d'un environnement réel 3D ont été implantées, notamment avec l'intégration de la mobilité avec des téléphones intelligents iPhone ou sur des plateformes Android OS, ou avec l'immersion également de la réalité augmentée sous forme de géotag, c'est ce qui a été privilégié dans un premier temps, donc le géoréférencement, l'information géolocalisée, pour positionner des objets de réalité augmentée. Donc c'est plus dans un but pédagogique que ce jeu-là est développé, là, donc comme je l'avais précisé au niveau de Géoduc 3D, ça reste toujours dans le même objectif, donc enseigner des notions de conservation d'énergie principalement. Puis il y a une équipe avec différents joueurs, avec différents rôles, donc il y a un commandant, des éclaireurs, des experts. Au niveau de la réalité augmentée, actuellement il y a juste l'éclaireur qui joue avec la réalité augmentée. Donc là j'ai mis des exemples, pas forcément visibles parce que pour ceux qui le savent, prendre des photos d'un appareil en extérieur, il y a un petit peu de réflexion, donc la lumière, il faudrait qu'il fasse nuit, puis que je sais pas, il faudrait quelque chose qu'on puisse voir, c'est pas forcément évident, on a fait quelques tests, mais c'est pas toujours très concluant. Ça, c'est 2 interfaces qui ont été développées. Relativement, il y a eu des premiers tests qui ont été faits, mais également les développements. Donc il y a quelques limites qui sont ressorties des premières versions du jeu. Donc la première, c'est juste la visualisation de tags. Il n'y a pas vraiment d'interaction qui est faite avec ces objets. Une deuxième, c'est qu'il y a seulement l'éclaireur qui dispose d'un outil de réalité augmentée, alors qu'il pourrait y avoir les experts également qui pourraient utiliser un outil de réalité augmentée. Il y a de la difficulté pour visualiser les localisations des géotags dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on arrive à les voir en réalité augmentée, mais où on se trouve exactement par rapport à tous ces éléments-là, c'est pas toujours évident. Il y a une sous-exploitation des possibilités des mobiles, c'est-à-dire qu'il y a différentes caractéristiques qui sont offertes par la mobilité, vos smartphones ou des tablettes, mais elles ne sont pas tout le temps exploitées. Et il n'y a pas de possibilité de procéder à la configuration de certains éléments de jeu comme le positionnement des géotags. Ça, c'est différents éléments qui vont m'amener à présenter différentes choses derrière, différentes interactions. Donc notre objectif, notre volonté, c'est de rendre plus immersif et plus interactif le prototype de jeu éducatif mobile selon les principes mis en avant par le projet Géoduc 3D. Donc c'est une meilleure prise en compte des possibilités des téléphones intelligents, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'introduire de nouvelles façons simples, complexes d'interagir avec des objets de réalité augmentée géoréférencés, donc des géotags. Ok, donc avant de passer à tout ça, c'est passer à la présentation des différentes interactions.
je vais faire une présentation des interfaces multimodales, juste pour montrer en gros les capacités de la mobilité, différents composants d'interface qui existent. Donc l'interface multimodale, c'est de l'usage simultané ou alterné de modalités de communication entre l'homme et la machine. Ça peut paraître très... il y a souvent des parallèles qui sont faits notamment avec des interactions multimodales au niveau du géospatial. Là, je parle d'interface homme-machine. Je ne parle pas du tout de l'aspect plus géomatique des choses. Donc ça se base sur quoi? Ça se base sur nos sens humains, tout simplement. Donc on a souvent en entrée, on a l'aspect visuel, on a l'aspect auditif, dans les modes de communication visuel, auditif, tactile, olfactif, gustatif. En sortie, on a oral, ce que je suis en train de faire actuellement. Il y a gestuel aussi, comme ça, je peux faire des gestes. Évidemment, pour l'entrée, l'olfactif et le gustatif, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... techniquement, c'est très difficile à mettre en œuvre. Pouvoir jouer avec le goût puis avec l'odorat, il reste encore des progrès à faire dans ce sens-là. Au niveau des interfaces multimodales, donc les intérêts, c'est de rendre plus intuitive l'interaction et l'expression pour l'humain. C'est augmenter, améliorer l'utilisabilité et l'accessibilité des systèmes informatisés. Ça rejoint un petit peu également, ça rejoint beaucoup la réalité augmentée parce qu'on va rendre ça beaucoup plus immersif. Là, c'est au niveau visuel, la réalité augmentée, mais au niveau des interfaces multimodales, c'est plus avec les outils qu'on a pour communiquer directement, pour l'entrée, on va dire, pour ce qui est tout ce qui est système d'entrée. C'est offrir également une interaction adaptable, flexible, coopérative et plus naturelle. C'est diminuer certaines ambiguïtés, comme l'usage de la parole, même si je vais en parler par après. C'est également déployer un support pour les personnes avec des déficiences. C'est souvent utilisé dans ce cadre-là. Après, c'est exploité au niveau du grand public. Puis ça garantit actuellement des technologies de plus en plus matures. C'est pas nouveau, ça existe depuis de nombreuses années, des dizaines d'années, sauf que l'avancée des technologies font que on a des choses beaucoup plus matures. Et puis les téléphones mobiles font partie téléphones mobiles ou tablettes font partie des outils, des technologies qui emmagasinent beaucoup d'interfaces multimodales. Donc là, j'ai mis des exemples d'interfaces multimodales où il y a une exploitation, en gros, on a un projecteur, on a une caméra, puis ici, il y a une détection, en gros, des doigts avec des marqueurs sur les bouts des doigts pour, par exemple, avoir une montre qui est projetée sur une main, pouvoir interagir avec un clavier numérique projeté sur une main ou également voir une vidéo à l'intérieur d'un journal. Bon, c'est des exemples d'utilisation des interfaces multimodales. Ici, on a une interaction avec la main, puis également la parole qui est utilisée. Donc là, on a une combinaison. C'est une autre manière d'interagir. On combine deux modes de communication pour répondre à une même tâche. Au niveau géospatial, je dirais, il y a également des solutions qui ont été offertes. C'est également pas nouveau. Donc les interfaces multimodales géospatiales sont des interfaces homme-machine qui visent à combiner de manière simultanée ou alternée des modes de communication impliquant l'usage direct ou indirect de l'information géographique dans le but d'améliorer l'utilisabilité et l'accessibilité des données géospatiales au travers de systèmes informatisés. En général, là, on utilise les informations telles les GPS, des choses comme ça qu'on peut utiliser pour se positionner souvent par rapport à des cartes, puis on interagit par rapport à ces cartes-là, ces informations-là. Des exemples, le plus connu que tout le monde connaît, le premier c'est un GPS. Vous avez un GPS, c'est un outil qui repose sur des interfaces et des interactions multimodales. On peut parler, on peut demander des actions, on nous parle, on nous montre des directions, on peut cliquer tactilement sur l'interface pour obtenir des informations, etc. etc. Le premier système qui a été mis en place, c'est le système de Bolt, Puzatzer, où en gros, à partir d'une caméra, et puis en montrant, puis en parlant, en gros, il arrivait à... Il arrivait à déplacer ou à demander des informations sur des objets affichés, projetés à l'écran. Ici, on a également un autre exemple avec des cartes qui sont projetées sur une table. Puis à partir de la main, le pointage de la main puis la parole, on arrive à obtenir des informations. Ici, c'est un peu plus spécial. C'est à partir d'un écran tactile à la Minority Report, là, où on peut bouger une carte. Puis ils utilisent un balance board de Wii pour pouvoir se déplacer dans l'environnement. C'est de la navigation à cet endroit-là. Puis là, c'est l'utilisation de solutions qui sont plus open source
pour pouvoir encore une fois utiliser la langue naturelle puis le pointage de la main avec détection de l'endroit sur une carte où on pointe. Dans tout ça, pour en venir à la proposition de nouvelles interfaces, donc, dans le cadre de prototypes de jeux Geoduc 3D et plus particulièrement Energy Wars Mobile. Donc ça a été développé, les solutions que je vais vous présenter ont été développées la dernière année, on va dire, sur des téléphones Android OS et non iPhone. Ça utilise Java, OpenCV, OpenGL, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des tests qui ont été faits sur des Motorola Milestone, Sony Xperia, donc les premières versions qui remontent à 2010, là, quand ça commençait à sortir, puis malheureusement, c'est pas forcément les plus performantes, donc c'est plutôt les dernières les plus performantes, mais on peut pas changer tous les jours de téléphone cellulaire, on va dire. Donc ce que je vais vous présenter, c'est des interactions simples versus des interactions complexes. Les interactions qui se basent sur l'usage d'accéléromètres, comme le basculement de vue 2D, 3D, simulé 2D, l'usage du tactile, l'usage de la parole pour changer de type de carte 2D, de sélectionner, créer, modifier, supprimer des géotags. L'usage de la parole plus du tactile pour créer un géotag sur vue 2D ou l'usage du gestuel, changement du type. Premier exemple, donc le basculement 2D, 3D. En gros, quand on est en train de regarder nos géotags en réalité augmentée, l'idée était pour voir un peu plus où ils se trouvaient dans un environnement, donc à partir d'une carte 2D, comment on pourrait le faire sans avoir à utiliser souvent c'est des espèces de sonars qui nous montrent où on se trouve là, mais qu'on voit un peu mieux. Donc l'idée a été de basculer en gros notre téléphone comme si on regardait le sol, et à ce moment-là, on passe à une vue simulée 2D, parce qu'en gros, c'est un objet de réalité augmentée pareil, sur lequel on a ajouté une information cartographique, et où nos objets de réalité augmentée sont positionnés. Donc on en retrouve ici un exemple. On est devant le CASO à l'Université Laval, pour ceux qui connaissent. Donc encore une fois, on ne voit pas très bien, mais on a un objet de réalité augmentée qui est présent ici, sous forme d'un cube, tout simplement. Et on est capable de voir une localisation de cet objet dans l'environnement à partir d'une carte 2D. Donc c'est juste un basculement en utilisant des accéléromètres. Donc j'ai un petit peu de temps. J'ai fait une petite vidéo, normalement il y a du son, mais je pense que ça va pas marcher. Alors que ça fonctionnait sur les autres. Ok. Bon, bah je vais faire ça, je suis désolé. C'est pas d'adon. Donc ça c'est un premier exemple. Je pourrais montrer les vidéos parce que j'en ai deux autres derrière. Je pourrais vous montrer les vidéos pour ceux qui intéressent à partir de mon portable. Donc ça fonctionne pas. Deuxième type d'interaction qui ont été développées, c'est par l'usage de la parole. Donc, et plus particulièrement la reconnaissance vocale sur les téléphones cellulaires. Tout le monde a un téléphone cellulaire, ou plus ou moins. On peut passer des actions, faire des demandes particulières en utilisant des outils de reconnaissance vocale, notamment Google Voice. Donc là, c'était d'exploiter en gros cet outil-là de reconnaissance vocale, puis l'intégrer dans une application de réalité augmentée pour pouvoir interagir, on va dire, avec des objets. Il y a eu différentes actions qui ont été développées, et puis c'était principalement ciblé pour des configurations de jeu, pour mettre en place des différents éléments sans avoir à aller dans des bases de données, et puis comment récupérer plus rapidement les informations, les coordonnées pour positionner les géotags. Donc il y a eu différentes actions qui ont été développées, puis ça se base évidemment sur de la langue naturelle. Donc on a la reconnaissance vocale, donc on peut faire des sélections, de la création, de bouger des objets, supprimer des objets, de sélectionner, déposer, modifier. Donc là, ce qui est écrit, là, c'est comment, en gros, on interprète une sélection. Ça peut être sélectionner ou choisir, qu'on va dire, ajouter, créer, bouger, déplacer, supprimer, enlever, effacer, etc., etc. Donc là, je montre juste un exemple, parce que c'est le seul qui me reste, vu que mes vidéos ne fonctionnent plus. À partir de la vue 2D, c'est comment changer en gros le type de carte qu'on a.
Donc en utilisant la parole, on demande juste changer la carte et à ce moment-là, on passe de la vue plane topographique à une image aérienne. Donc, et vice-versa, chaque fois qu'on le demande, ça va changer, juste en utilisant la parole. Les autres éléments, normalement, sont là. Je vais l'essayer au cas où. Le cas où ne fonctionne pas. Deuxième chose qui ne fonctionne pas. Troisième chose qui ne va toujours pas fonctionner, je ne vais même pas l'essayer là. C'est la combinaison de la parole avec l'écran tactile. Donc dans ce cas-là, on va, à partir de toujours la même carte, la carte 2D, là on va pouvoir, en cliquant, on va dire, sur l'écran et en demandant de créer un géotag en même temps, de manière simultanée, on va pouvoir créer un géotag sur l'interface du géotag. Si je prends là, en gros c'est comme si on parlait puis qu'on disait créer un géotag ou créer un obstacle à ce moment-là et on clique en même temps, à ce moment-là il va créer l'objet. On pourrait utiliser également les interfaces juste pour la parole. Je vais revenir en arrière. Okay. À partir d'une vue comme celle-là, on pourrait très bien se positionner et dire créer un objet, créer un obstacle. Il va également le créer sans avoir à cliquer. Après, on peut le sélectionner. On peut également demander à le bouger. À ce moment-là, on le déplace dans l'environnement. On peut demander à le déposer. On peut demander à modifier son type parce qu'il y a différents types d'objets. Donc c'est l'usage de la parole qui a été faite, c'est celle-là. Je suis désolé pour les vidéos. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais aller vite sur la fin. L'aspect gestuel. Là, j'ai pas de vidéo parce que c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus exploratoire. C'est l'usage du geste de la main pour sélectionner des outils de réalité augmentée. C'est ce qui a été testé courant de l'année. Donc c'est plus pour un profil d'utilisateur, joueur, expert, qui pourrait vouloir sélectionner des outils pour l'appliquer sur des objets de réalité augmentée. Ça, c'était l'objectif. C'est l'usage de marqueurs de couleurs ou juste des caractéristiques naturelles. Donc ça a été testé surtout avec le geste, c'est la main, en se positionnant devant, en son temps, j'ai un téléphone cellulaire, puis je vois ma main, puis suivant comment les gestes que je fais, je les interprète, et puis à ce moment-là, les objets qui sont affichés changent en fonction des orientations qu'on a. Donc il y a les difficultés majeures liées aux capacités des téléphones intelligents ont été rencontrées, ainsi que la reconnaissance de la main en environnement extérieur ou non. Ça, c'est une grosse problématique relativement la reconnaissance des caractéristiques naturelles quand on fait de la réalité augmentée. Donc ça a conduit à quoi? Ça a conduit à ce genre de choses, ce genre d'interaction, où on va pouvoir identifier, d'abord prendre une information sur les caractéristiques naturelles d'une main, puis suivant l'angle qu'on va adopter, on va pouvoir changer en gros d'objet de réalité augmentée superposé à la main. Ça revient un petit peu au lapin que j'ai montré au début, mais sauf que le lapin, il était sur un ordinateur fixe. Ici, c'est sur des appareils mobiles. Donc, il y a une difficulté supplémentaire qui est liée aux capacités des caméras, difficultés liées aux puissances de calcul de ces appareils. Puis surtout que les premières versions qu'on avait n'étaient pas les plus... versions de téléphones intelligents qu'on avait n'étaient pas les plus performantes. Oui, ça sent bien. Ensuite, c'est d'utiliser ces objets-là, cette manière de sélectionner des outils pour l'appliquer sur des objets de réalité augmentée. Donc dans l'exemple qui est là, c'était de pouvoir aller simuler, découvrir ou casser, on va dire, un objet de réalité augmentée, géoréférencé, ou ici pour pouvoir couper un grillage. Bon, c'est des exemples qui ont été testés. Et puis, mais on a rencontré beaucoup de problèmes relativement à tout ça. Le premier, c'est la reconnaissance sans marqueur en situation extérieure non contrôlée. Ça fonctionne des fois ça fonctionne pas. Ça dépend de la luminosité, ça dépend beaucoup de paramètres. Le fait de porter le téléphone en main, puis d'interagir, on va me dire, ouais, c'est pas vraiment utile ou intuitif. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres solutions qui commencent à sortir, qui sont beaucoup plus avancées au niveau technologique, on va dire. J'ai mis deux exemples avec des lunettes de réalité augmentée.
C'est sûr que ce n'est pas des choses qui doivent être abordables pour l'instant, mais c'est des choses qui vont venir. Donc là, on a les mains libérées, puis on a des lunettes, donc on n'a rien à porter. On peut interagir si on veut interagir pour pouvoir changer des outils ou pouvoir faire d'autres types d'interactions. Et ce qui commence à apparaître également, c'est des lentilles, donc de réalité augmentée, mais ça reste encore du futur. Donc en conclusion, de plus en plus d'applications de réalité augmentée sont disponibles pour téléphone intelligent ou tablette. Vous allez en voir avec les anciens étudiants de l'université là, qui sont maintenant chez Fujitsu. Je pense que également du côté de chez Bentley, puis Sylvie Daniel par après. L'usage des téléphones et tablettes dotés de nombreux composants d'interface doivent être exploités tant en entrée qu'en sortie. J'ai montré en entrée, j'ai rien montré d'ailleurs, les vidéos fonctionnaient pas, mais en entrée, mais il y a également la sortie là quand on renvoie une information. Vous avez vos téléphones cellulaires là, vous pouvez avoir des interactions multimodales, vous le savez pas, mais ça fonctionne comme ça. Vous avez quelque chose qui s'affiche à l'écran, vous avez un appel, vous avez un message qui arrive, vous avez un bip sonore, puis en même temps vous avez la vibration. 3 informations pour dire la même chose, c'est de l'interaction multimodale. Donc on pourrait extrapoler ça à différents domaines, dont les domaines de réalité augmentée puis de jeux pour tout combiner. Exploitation des solutions d'interaction multimodale de plus en plus courantes, facilitées pour les appareils mobiles, comme je disais. Et puis c'est l'interaction de basculement de la vue 3D vers le 2D qui a été intégrée plus ou moins dès le départ dans les GWARS Mobile pour pouvoir justement plus facilement se déplacer puis savoir où se trouvent les objets plus rapidement qu'en explorant tout le temps en réalité augmentée. Fait que c'est pas fini. Intégrer donc l'intégration d'autres interactions à l'application EnergyWare Mobile, notamment la sélection d'outils par la gestuelle qui pourrait être testée si on arrive à maîtriser un peu plus l'aspect environnement extérieur. Exploiter encore davantage la reconnaissance vocale couplée avec l'écran tactile et ou la gestuelle. Intégrer des interactions de sortie dans le jeu, ce que je viens de dire. Et puis je fais une petite parenthèse, puisqu'on est dans réalité augmentée, il y a quand même du 3D. Il y a une conférence qui s'en vient au mois de mai 2012, qui est organisée par moi, Sylvie Daniel, puis Jacinthe Pouliot, qui porte sur le 3D, donc de 3D, la conférence 3D Jeux Info, donc je vous invite à vous rendre ou même proposer des publications. Merci. Merci si vous avez des questions. Alors, oui. Merci, M. Hubert. Nous allons passer rapidement à quelques questions, si vous en avez. Je vous demanderai de vous avancer au micro et de vous présenter en donnant votre nom et l'organisme que vous représentez. S'il vous plaît. Pour que tout le monde puisse entendre le micro qui est en avant. J'ai une question un peu plus technique. Là, tu as montré qu'on pouvait créer des objets là, en réalité augmentée avec la voix. Comment tu gères l'information de profondeur là, quand tu dis je veux créer une brique ici là? On a délibérément mis une distance de 25 mètres, 25 ou 30 mètres qu'on a mis de manière que quand on le crée, je veux dire qu'on est dans cette vision-là, quand on le crée, il va se positionner automatiquement à 25 ou 30 mètres. Après, on a la possibilité de le bouger, donc on se déplace et puis on peut aller le positionner autre part si on veut le positionner. Si on veut aller, parce que l'idée qu'on avait, c'est qu'à partir de la vue 2D, on commence à positionner des objets juste en cliquant puis en utilisant la parole. Donc on les positionne, puis après on va voir, on est déjà sur le terrain, mais on regarde où est-ce qu'ils sont placés. S'ils sont dans un bâtiment, ben on va essayer de les déplacer en gros. Puis c'est l'usage justement de cette vue-là, on va dire, ben on les sélectionne et puis on les déplace pour qu'ils soient visibles et exploitables, on va dire, dans le cadre du jeu. Donc c'est plus à ce niveau-là. Donc, merci, Dr. Hubert. Nous allons passer de maintenant à la deuxième présentation.